exhaustive du folk, c'est plutôt des personnalités, des gens qu'on connaît bien. Et voilà, parce que donc, il y a cet aspect d'enseignement de l'ADA, et puis il y a aussi la Grange sous Lomès, l'Ogrance, qui est une association qui s'est implantée dans le centre du département et qui fait un travail de pédagogie, de diffusion, etc. Et cette association fait un travail de recherche aussi. Alors en ce moment, il y a tout un travail qui est fait par il y a un permanent qui s'appelle Guillaume Boucher, qui va arriver là, tout à l'heure, et qui fait un travail sur la mémoire occitane. Mais aussi ce qui nous intéresse, c'est tout le niveau de les musiques populaires, on va dire actuelles, l'histoire des musiques populaires actuelles. Alors donc aujourd'hui, ça va être un peu quelque chose de particulier parce qu'en même temps on parle et on est filmé. Alors c'est une espèce de collectage. Ça a été un coup d'émotion fort quand Pete Seeger est passé à Paris. Je ne sais pas si... Bon, il y a beaucoup de gens qui connaissent Pete Seeger et qui ne connaissent pas. Il faisait de la musique américaine, musique traditionnelle américaine, dans toutes les régions. Et puis il faisait de temps en temps des choses espagnoles, des choses italiennes, des choses d'un petit peu partout, pour essayer d'inciter les gens à jouer finalement la musique de leur propre pays, au lieu de faire que du folk américain, ce qui était la mode à ce moment-là pour tout le monde, y compris moi. Et il est passé au Théâtre Blanche. Moi, je ne le connaissais pas, juste de nom, donc je vais voir. Et là, il s'est passé un truc incroyable, c'est qu'il avait son instrument dans la main, il a commencé à jouer, c'était avec le banjo, il a commencé à chanter, puis il a fait ça. Toute la salle s'est mise à chanter.
là, j'ai cru qu'il y avait un complot. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, je ne comprenais pas. C'est la première fois que ça m'arrivait. Ça, c'est ça qui m'a fait. Enfin, ça a été un des aspects, disons, importants. D'entendre tous ces gens, de voir tous ces gens qu'on ne connaissait pas 3 secondes avant chanter en même temps, moi, ça m'a fait basculer pour terminer la musique de variété. Ça a été fini dans la seconde. Il y a ça, et puis le moment choc, vraiment, ça a été la première fois que j'ai entendu Catherine chanter. C'est la première fois que j'ai entendu quelqu'un chanter à Catherine. Pareil, la même histoire qui se répète comme ça. Et je me disais, mais comment ça se fait que cette fille chante une chanson qui parle d'un papillon de volage? C'est curieux comme parole. La chanson qui ressemble à son amant. Voilà, qui ressemble à son amant. C'est quand même intéressant comme inspiration, mais ça vient d'où? Voilà, et à partir de là, j'ai creusé, mais ça m'avait aussi beaucoup choqué. Le mot n'est pas trop fort. Voilà, c'est ça exactement. Je vais chanter une jolie petite chanson que m'a chanté un très vieux bonhomme qui n'avait plus de dents. Donc j'ai trouvé un cistus pour essayer de reproduire la chanson plus proche de ce qu'il le faisait lui. À la guerre qui va sans rien guerre, à la guerre qui va sans rien guerre, à la guerre qui va sans rien guerre, à la guerre qui va sans rien guerre. Ce sont les 3 fils du roi qui sont partis en galère. Ce sont les 3 fils du roi qui sont partis en galère. À la guerre qui va non rien guerre. À la guerre qui va non rien guerre. On mit le feu à la ville, aux entrepôts, aux rivages. On mit le feu à la ville, aux entrepôts, aux rivages. À la guerre qui va, n'en revient guère. À la guerre qui va, n'en revient guère. Tous les 300 sont allés à cheval dedans les nuages. Tous les 300 sont allés à cheval dedans les nuages. À la guerre qui va, non rien guère. À la guerre qui va, non rien guère. En France, il me semble qu'il y a une date assez fondatrice, c'est 1964, avec la création du Houtnani au centre américain à Paris par Lionel Rochman, le Houtnani étant un principe de scène ouverte. Ensuite, en 69, c'est la création, à la fin de l'année 69, c'est la création du Bourdon, et il y a dans cette salle plusieurs fondateurs, John Wright et Catherine Terrier entre autres. Alors, il y a d'autres clubs folk qui vont être créés. Il me semble qu'en 1970, c'est le TMS, le Traditional Sound Mountain. J'espère que je ne me trompe pas sur cette date-là, 70, peut-être, voilà. Et un autre club folk qui est important pour la musique traditionnelle française, c'est la Chanterelle à Lyon, en 1970. Une année où se passe beaucoup de choses, et notamment Pierre Toussaint, qui est lui aussi un fondateur du mouvement folk. Pierre Toussaint, donc cité tout à l'heure par Xavier Vidal, fonde le premier festival folk, le festival de Lambesc dans les Bouches-du-Rhône, lors duquel l'association Folk Song International voit le jour. Lambesc inaugure une série de grands festivals. Donc 1971, c'est Malataverne dans la Drôme, 1972, c'est Védun dans le Cher,
1973, c'est Pons en Aveyron, hein, ça sera très important pour la musique occitane. 1974, c'est Saint-Laurent dans le Cher. Et il y aura d'autres festivals, notamment un en Quercy, si je ne me trompe. En 1972, Folk Song International est aussi à l'origine de la création de la revue L'Escargot, qui devient en 1975 l'Escargot Folk, la fameuse revue L'Escargot Folk. Alors 1972, c'est une date, me semble-t-il, charnière dans l'histoire du folk, parce que le folk tel qu'il se pratiquait en France devient un folk, alors j'espère que je ne me trompe pas en disant ça, un folk français, quoi. Il y a une formule française qui émerge, et notamment à l'initiative du Bourdon et de la Chanterelle. Donc justement, ces deux clubs folk reprennent à leur actif des événements initiés par l'équipe de Folk Song International. À leur tour, ils organisent de grands festivals, donc ça va être Védun, Pons et Saint-Laurent, et fondent la revue Gigue. Alors pour la Gascogne, il y a un groupe, je pense, qui a été très marquant par rapport à cette notion de démocratisation de la musique et d'accessibilité immédiate de la musique, c'est le Grand-Mère Funibus Folk, et ça tombe bien parce que donc aujourd'hui il y a plusieurs représentants de ce groupe-là. Donc c'est un groupe qui a souvent été cité pour ça, une musique, des musiciens très proches, une proximité, une musique accessible. Je connaissais Jean-Pierre Cazade, Marie de Brima, et qui m'ont amené voir Grand-Mère Funibus Folk à Montflanquin. J'étais déjà allé au spectacle, mais assez peu souvent. Les gens étaient habillés, ils saluaient, ils se faisaient applaudir, ils repartaient. Ben là, ils sont arrivés sur scène depuis la salle, ils ont en retard sans doute, habillés bizarrement, ils n'ont rien dit, ils ont joué, ils se sont accordés sur scène sans rien dire, ils n'ont pas salué. À la fin, ils ont filé un instrument de musique à chacun, une flûte, des paires de cuillères, tout. Toute la salle a joué, comme on pouvait, comme ils pouvaient. Et on s'est dit, merde, il se passe un truc. Puis il y avait une vielle à roue, il y avait un accordéon diatonique, je ne savais pas que ça existait. J'ai appris bien plus tard qu'à 2 km de chez moi, il y avait un immigré vendéen qui en avait joué toute sa vie. Mais pourtant, je le connaissais, mais quand j'allais chez lui, non, il ne jouait pas. La première fois que j'ai vu un diatonique, c'était Roger Masson, et puis, ou Dany, je ne sais plus. Donc on avait voilà. C'est les sons qui m'ont intéressé, les sonorités d'instruments bizarres, enfin bizarres pour moi à l'époque, que je ne connaissais pas. La façon de jouer, sans partition évidemment, même sans un papier pour les paroles, ce qui a changé aujourd'hui pour moi en tout cas. Parce que mais c'était tellement un décalage par rapport à ce que je savais un peu de la musique, parce que j'en ai fait aussi au collège en 3e ou 4e, on apprenait d'abord l'histoire de la musique, ensuite l'ordre des dièses et des bémols, sans savoir à quoi ça servait. Enfin, des trucs qui m'auraient intéressé si j'avais su à quoi ça pouvait servir, mais les dièses et les bémols, dans l'ordre, je ne voyais pas pourquoi. Une règle de 3 ou un truc, ça peut servir. L'ordre des dièses et des bémols, c'est pas évident quand on fait la musique comme ça, quoi. Mais enfin bon, à cette époque-là, dans les cours de musique, il n'y avait pas la flûte à bec, il y avait le chant. On n'avait pas des sous, il n'y avait pas assez de budget pour payer des flûtes à bec à tout le monde, donc on apprenait des chansons, pas passionnantes, mais on chantait déjà 2 ou 3 voix, donc c'était déjà une approche, mais un peu particulière. Bon, on ne chantait pas sur des bourdons, on chantait des choses pas intéressantes, et quand j'ai vu le Grand-Mère Funibus Folk, moi je me suis dit, il y a autre chose. Musicalement et dans la façon de jouer devant le public. Donc ça a été un truc qui a déclenché des choses. Et puis après, il y avait des instruments bizarres, mais pas assez bizarres pour moi. J'ai commencé à en bricoler d'autres, parce qu'avant d'être musicien, j'étais bricoleur quand même au départ. Voilà, est-ce que je vois. Sul ponte Mirabel, Margarito lavavo campato signore,
sul ponte Mirabel, Margarito lavavo. Vengueron a passar tres cavaliers armados cantando signore. Vengueron a passar tres cavaliers armados. So di che lo premier ora pulito abbiamo cantato signore. So di che lo premier ora pulito d'amore. Sa di che lo secondo calza se smaritato cantato signore. Sa di che lo secondo calza se smaritato. Sa di che lo darie dai saldas damos cantando signore. Sa di che lo darie dai saldas damos. Et donc on est allé à Montflanquin voir le grand-mère Funibus Folk en amenant Cachetoun. Et c'est vrai que c'est pareil, là pour nous ça a été une découverte d'une façon de vivre, quoi. En fait. C'était aussi la musique, ça devenait une façon de vivre qui nous paraissait très séduisante et puis étrange. Et puis bon, alors il y en a qui se sont laissés séduire complètement, qui ont tout laissé de leurs études, de leur métier, de tout pour faire de la musique, pour construire des instruments, pour d'autres comme moi qui sont restés prudentes. Moi j'ai gardé mon métier tranquillement, j'ai essayé de continuer mes études. On allait jouer dans les facultés qui étaient en grève à l'époque, parce que c'était l'époque de Debré qui était fou, enfin, je sais pas quoi. On allait faire de la musique. Alors la musique qu'on avait appris la veille, quoi. On avait appris une bourrée la veille, et ben on allait à la fac la jouer pour les gens, parce que pour nous ça a été le choix d'un mode de vie. J'en parlais avec. J'ai l'impression d'avoir fait un grand voyage. On faisait de la musique américaine, puis on a trouvé des gens qui faisaient aussi de la musique de Louisiane. On a commencé à chanter louisianais, puis il y a des gens qui faisaient de la musique de Québec. Je me rappelle avec Dany Benaïm qui est par là, on chantait Simon Moine savait danser. On a beaucoup chanté, Simon Moine savait danser, qui est de la musique du Québec. Et puis on est repassé par l'Irlande, on a essayé de jouer irlandais, on est passé par l'Angleterre, on a fait des trucs, et puis on est passé par les Bretons, on a dansé l'andro, on a fait tout plein de choses comme ça. Et puis et entre-temps on rencontrait les uns les autres, Catherine, John, puis on embarquait, on continuait. Et voilà, puis petit à petit on a fini par se retrouver devant chez nous, où effectivement on a fait du collectage, bon pas trop, mais il y a plein de gens qui ont fait du collectage, qui ont trouvé des musiques et des chants d'à côté, mais on a essayé de les faire aussi. Le jeune garçon répondit tout d'abord: Mademoiselle, je vais faire un effort avec ma petite raclette. Qui parle, viendrai peut-être à vous remettre en bon état la cheminée du haut en bas. À vous remettre en bon état la cheminée du
du folk à la musique traditionnelle gasconne, comment ça se passe? Alors tout d'abord, moi je le daterai des années 1973-1975. Donc la référence n'est plus ce qui se passe au niveau national, mais au niveau régional, c'est-à-dire la Gascogne, voire même à un niveau encore plus local, la Genée, le Béarn, les Landes, le Savès, voilà. Donc c'est un revirement qui s'opère à partir de 1973 et qui, d'après moi, devient évident à partir de 1975. Alors en 1973, le coup d'envoi est donné par au moins 3 événements. Le festival de Pons, donc festival folk, en Aveyron, parce qu'il se passe en domaine occitan, et parce qu'aussi sont invités des figures locales représentantes de la tradition orale. Donc je pense notamment à Louise Reicher, qui a beaucoup collecté Catherine Perrier, et dont elle pourra nous parler, une chanteuse, et aussi le cabretaire, joueur de cabrette, la cornemuse Rouergat Auvergnat, le cabretaire André Bermery. Voilà, donc ça, ce sont aussi des événements forts. Autre événement, c'est la première festéjade à Samatan, dans le Gers, au lieu du renouveau de la musique et de la danse gasconne. Et enfin, l'installation du groupe Perlimpinpin Folk, qui a été créé en 1972 et qui était très impliqué dans le fonctionnement de la Courte Paille, un club folk à Bègle, dans la région de Bordeaux, et qui, donc, Perlimpinpin Folk, s'installe à Agen, où il s'installe dans la rue Richard Cœur de Lion, notamment, où il ouvre sa boîte à folk. Voilà, il s'installe à Agen et il occitanise aussi son nom, hein, puisque le folk F-O-L-K de Perlimpinpin devient F-O, accent grave, L-C. Voilà. Donc Alain Cadélian pourra nous en parler bien mieux que moi, bien sûr. Autre élément important, me semble-t-il, en 1974, l'édition d'un disque qui a été, je pense, important pour tous les jeunes acteurs du renouveau de la musique traditionnelle en France. C'est Gabriel Valls, Bal Folk, un disque très important parce qu'il contient des airs à danser recueillis en Gascogne, notamment dans la région de Mirepoix, voilà. Et puis parce que donc il est interprété par des membres notamment de Perlimpinpin Folk. Subet kunda vignum marium sesat rumid, subet kunda vignum marium sesat rumid, per nendron passi forche nentelum naviri, per un lallade direttella, per chirun lallire, per nendron passi forche nentelum naviri, per nendron passi forche nentelum naviri, arriva mattellote su un arrivo e nulla di direttella per chi nulla lire arriva mattellote su un arrivo arriva mattellote su un arrivo no spappim una man per chi cavalla sire e nulla di direttella per chi nulla lire no spappim una man per chi cavalla sire no spappim una man per chi cavalla sire giù lei visse me parlate more in Italia e nulla di direttella per chi nulla lire giù lei visse me parlate more in Italia giù lei visse me parlate more in Italia ma lasciat per testamento stessima mia e nulla di direttella per chi nulla lire. J'habitais à côté de la cathédrale Notre-Dame et c'est comme ça que j'ai entendu pour la première fois le nom de Bourdon. Donc j'étais vraiment minot et le Bourdon c'est la cloche la plus grave de Notre-Dame. C'est une cloche qui sonne 2 fois par an.
Et à chaque fois que ça sonnait, mes parents me disaient « Ah, écoute, il y a le bourdon qui sonne ». Et alors là, je m'arrêtais, et puis j'entendais un son grave, profond, et qui paraît-il qu'on entend jusqu'à la banlieue. Et c'est comme ça qu'on a déterminé les bornes de la banlieue. Et ça, c'est un son que j'ai jamais oublié. Et quand un jour, il y a des copains qui m'ont dit « Tiens, il y a un endroit qui s'appelle le Bourdon ». Ça m'a rappelé des trucs. Et j'y suis allé. Et là, ce qui m'a frappé dans ce que j'ai découvert, avant un répertoire, enfin, un corpus musical, ce qui m'a frappé, c'est un son. Il y a une façon, on a dans la musique traditionnelle, il y a une façon de faire sonner les voix, de faire sonner les instruments. Et tu parlais du côté fonctionnel de la musique, ça m'a toujours beaucoup attiré. Parce que, alors, je reviens de la musique classique. Moi, ce qui m'a toujours frappé chez les classiques, c'est que un musicien classique, on lui enlève la partition, il s'arrête de jouer. Un folkeux, on lui met une partition, il s'arrête de jouer. En 71, il y avait un groupe de musique jeune. Je pense qu'il devait y avoir Roger, pour ceux qui connaissent Roger Mason, puis des gens qui venaient de là-bas un peu. Et il y avait 4 vieux messieurs qui jouaient ensemble, alors vraiment vieux, 75 ans de moyenne d'âge. Pour moi, à l'époque, c'était rédhibitoire. Maintenant, why not? Et ça m'a fasciné ce qu'ils ont joué. Ils venaient de Louisiane, vous savez. Ils jouaient un truc qui ressemblait à ça. Je suis très mauvais accordéoniste cajun, mais ça faisait un peu comme ça. Si vous voulez, you can clap in your hand. Je fais comme vous, je suis resté devant comme ça. Le lendemain, dans tout Paris, j'ai cherché un accordéon diatonique dans un magasin assez connu, de nous autres parisiens, du côté de la Bastille. Peu cher, très cher. Je suis arrivé, je suis rentré la gueule enfarinée, j'ai foncé vers la jeune vendeur, je lui ai dit « Monsieur, j'aurais un accordéon diatonique. » Le gars, il m'a dit « C'est quoi ?» J'ai dit « Bah, c'est un accordéon, quand on pousse et quand on tire, ça fait pas pareil. » Il m'a dit « Bah, je sais pas ce que c'est. » Heureusement, un vieux vendeur est arrivé avec un truc comme ça, couvert de poussière. Il l'a posé sur le comptoir, il m'a regardé avec un sourire goguenard. Il m'a dit « C'est pour en jouer ou c'est pour faire beau sur la cheminée ?» J'ai dit « Non, c'est pour en jouer. » Il me dit « Ah bon, ça fait 15 ans qu'on n'en a pas vendu. » Et vous savez ce que c'est? 10 jours après la fête, j'avais mon petit accordéon à côté de ma guitare. Je jouais de ma guitare. Et ça m'a pris un matin, j'ai saisi mon accordéon et j'avais un truc qui traînait, qui était dans l'air, dans le folk à l'époque. Et ça a marché tout de suite des deux mains. Ce qui est dur à l'accordéon, c'est les deux mains. Et si vous reconnaissez, vous pouvez chanter. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça faisait comme ça. Ça a marché tout de suite. Hein. Il était 9h du matin. J'y étais encore, ça me plaisait, mais c'était parti. Vers midi, j'ai eu un creux. J'ai fait une pause déjeuner de 5 minutes. Puis à midi 5, j'ai repris. À 15h, la passion m'a pris. Je me suis mis à jouer très fort. Le voisin tape au mur, je m'en foutais. Et vers 18h, épuisé, j'ai arrêté. Heureux, un sourire jusqu'aux oreilles, des étoiles dans mes yeux. J'ai été voir mon père, je lui ai dit « Alors, l'accordéon ?» Il m'a dit « C'était bien quand tu jouais de la guitare. » La première fois, on nous faisait venir, bref, ça se passait comme ça, le bouche à oreille. 2-3 personnes étaient intéressées.
on arrivait avec donc, ces 2 ou 3 personnes qui apprenaient aux gens à danser. Le bal folk dans tel village démarrait à 30, 40, 50 personnes. Par contre, ils nous faisaient revenir 6 mois, l'année d'après, voire 2 fois par an, 3 fois par an, et ça finissait à 150, 200, 300 personnes. Moi j'ai connu ça, c'était ce que j'appelle le summum de la musique traditionnelle à danser, puisqu'on ne faisait que ça, uniquement que ça. C'était 78-80. Je ne sais pas, même si toute musique confondue, si 60 soirées de bal, et puis c'était pas, on ne jouait pas 1h30, ça démarrait de 9h jusqu'à voire 5h du matin, quoi. Donc il y avait ce côté quand même transmission, je pense que c'est ce qui nous a beaucoup permis de pouvoir développer ce style de musique et ce style de danse dans la région, parce que sinon je pense que ça aurait été très difficile. Oui, tout à fait.
L'autogestion est malgré, enfin, l'autogestion mais la structuration. L'autogestion, donc, c'est vraiment quelque chose qui est très fort dans le folk, et pourtant, il y a aussi une volonté de structuration, me semble-t-il, assez forte. Alors, l'autogestion, c'est prendre sa vie en main, être maître de son propre avenir, etc. C'est quelque chose qui me semble très intéressant à étudier. Bon, moi, je n'ai pas eu le temps. C'est, par exemple, fabriquer son propre instrument de musique. C'est quelque chose qui est très fort dans le folk. Fabriquer un dulcimer, il y avait même des plans de fabrication, je crois, dans l'escargot folk, mais c'est aussi quelque chose qui perdure complètement aujourd'hui. Fabriquer son propre instrument de musique, il y a une sorte de proximité qui se crée avec la musique de cette manière-là. Apprendre seul ou au sein d'un cercle de connaissances ou d'amis le ou les instruments de son choix, qu'on a choisis, qui ne sont pas imposés par la famille, par les parents, etc., par l'école. Et le groupe de musique est aussi une cellule autonome, ce qu'on retrouve complètement lors du renouveau de la musique traditionnelle, et qu'on trouve, me semble-t-il, à l'origine des clubs folk. C'est une cellule autonome dans laquelle on se sent bien aussi. Alors la structuration, c'est créer sa propre association, qui est un outil politique et d'insertion dans un réseau d'acteurs locaux déjà existants, ça c'est le cas du Renouveau Gascon. Mais créer sa propre association ne suffit pas, il y a aussi une volonté de faire partie d'un réseau associatif, même si cette préoccupation n'arrive en Gascogne, n'arrive que dans un second temps. Donc il y a création, sur le terrain que j'ai étudié, il y a création d'un tissu associatif homogène, qui se recoupe avec d'autres réseaux et qui est aussi étayé notamment par le mouvement d'éducation populaire que j'ai cité tout à l'heure. Créer sa propre association et notamment pour organiser l'apprentissage, la transmission du savoir. Et c'est quelque chose, me semble-t-il, c'est une préoccupation qui a été forte au sein du Bourdon et de la Chanterelle, cette volonté de mettre en place des ateliers de formation et des stages, me semble-t-il. Voilà, assurer la transmission du savoir. Trouver un accordéon diatonique dans les années 70-75, c'était pas du tout évident. Trouver une cornemuse, c'est pareil, donc un bouzouki, n'en parlons pas. Je veux dire, non, il y avait des instruments, c'était pas très facile. Donc on jouait, enfin moi je sais que j'ai joué un petit peu ce que j'ai trouvé, quoi. Toi t'as fabriqué, je pense. Mais quelquefois j'avais pas d'instrument, je voulais un instrument et je le fabriquais. Ouais. Mais bon. Enfin, pas n'importe quoi non plus, j'ai pas fait non plus.
XIIe siècle. Avec acoustique classique. 1270. C'est pareil, je pense qu'il faut ça de le dire. Moi, dans ma cité, il y avait un pote qui faisait partie d'un groupe de rock qui s'appelait les Black Morning Coats. Super. Et il jouait super bien de la guitare, le mec. Et un jour, il a chanté une chanson de Gaufret en jouant avec les ongles et tout sur la guitare. Ça m'a plu vraiment fort. Alors, j'ai trouvé un job l'été, j'ai bossé une semaine et j'ai demandé une avance sur le salaire. J'ai acheté ma première guitare. Et putain, j'avais mal aux doigts. J'étais plongeur dans la journée. Et je faisais mes exercices de doigts après. Ouais, marre, c'est pas drôle. Enfin bref, voilà quoi. Et puis après, tu pars en colo, et puis avec tes potes en colo, bah, tu chantes des chansons que tu chantes en colo. Et puis comme ça, tu joues avec des potes et tout. Et puis un jour, j'ai rencontré Gégé. Et ouais. Et puis on en avait marre de bosser. On bossait tous à droite, à gauche, à se casser les pieds à Paris, quoi. Puis on s'est dit qu'on en avait marre, et puis c'était quand même un peu après 68, alors bon, ça donne des envies. Et on s'est cassé. On a tous démissionné de notre taf, et puis on s'est cassé. On a atterri ici, mais vraiment par hasard. On ne l'a pas fait exprès, mais on y est resté. Voilà. Et puis bah là, on a rencontré plein d'autres gens, et puis on a fait de la musique, et puis ça continue. Et voilà. Et pour moi, ce qui a été le facteur déclenchant dans mon parcours, où c'était très improbable que je fasse de la musique, ça a été le contact physique d'un instrument. Ça a commencé j'avais fait de la guitare aussi suite à un choc émotionnel, quelqu'un qui m'a donné envie d'en faire. Et là, j'avais appris le classique, et quand j'ai voulu changer, j'ai changé d'instrument pour jouer d'oreille. Et c'est juste quelqu'un, je regardais un violon, m'a tendu l'archet. Après, j'étais chez Maryse avec Marc. Maryse m'a mis la vielle sur les genoux, sa super vielle, je voulais pas la rendre. Et puis voilà, c'est des trucs comme ça. Et même l'accordéon, j'ai fait 20 ans de résistance. J'ai fini par craquer à cause du rapport physique à l'instrument. Donc ça, c'est les hasards des rencontres quand c'est possible, quoi, quand c'est là, quoi. C'est intéressant. On peut donner accès simplement parce que c'est là, quoi. Contact physique. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe au point de vue du son, quoi. Les vibrations.
peu près, qui s'appelait le Miladiou. Et ce Miladiou, dont beaucoup ici présents, je vois des têtes, sont tous arrivés et sont venus s'installer dans ce territoire, en grande partie par rapport à ce phénomène musical qui était au Miladiou. C'était notre petit Woodstock à nous. Donc ce Miladiou a amené une population extrêmement riche de musiciens, d'artistes, qui sont restés petit à petit sur ce territoire et qui ont apporté un enrichissement énorme. Moi, je tenais ici à le dire et à dire mon plaisir, parce que je suis arrivé ici, je me suis installé en 1971. Donc j'ai commencé juste mon activité professionnelle au moment où le Miladiou était dans ses plus beaux moments, je dirais. Et ces personnes qui arrivaient, qui venaient d'ailleurs, qui venaient de région parisienne, des trucs avec des cheveux un peu longs, des barbes un petit peu ébouriffées, voire ébouriffantes, ont créé quelques émoi dans la population. Et puis petit à petit, ces gens-là avaient leur culture particulière, leur intelligence particulière, se sont fondus dans cette population et se sont adaptés avec cette population, ou plutôt cette population s'est adaptée avec eux. Quoi qu'il en soit, il en est né un mariage extrêmement heureux. Et je dis que la culture dans notre département et la culture musicale dans notre département leur doit beaucoup. Donc en venant ici, je voulais aussi dire à ces gens que je connais, dont beaucoup sont des amis, leur dire merci d'être venus à ce moment-là. Alors après, il y a ceux qui sont venus, le Miladiou a eu son temps, puis le Miladiou a arrêté, mais il y a ceux qui sont venus parce qu'ils étaient des amis, et petit à petit, nous avons eu un flux migratoire d'artistes au travers de cette manifestation, qui était une manifestation qui s'inscrivait pleinement, à mon sens, dans le mouvement folk.